Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des projections cartographiques, des systèmes de projection. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est donc une projection, c'est l'opération qui consiste à passer de la surface de la Terre en 3 dimensions à une surface plane, sur papier ou sur écran en 2 dimensions. Cette opération, on le comprend bien, est absolument nécessaire pour réaliser des cartes. Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que réaliser une telle opération, le passage du 3D de la sphère au 2D, le plan, ne peut pas se faire sans déformation. On peut prendre comme analogie une orange et la peau d'orange. Réaliser une projection, c'est comme si on épluche une orange et on prend cette peau d'orange et on essaye de l'écraser pour la mettre à plat sur la table devant nous. Donc on comprend bien que quand on effectue ce type d'opération, on va devoir tordre, déformer, déchirer, transformer, et que l'image de l'orange à la fin sera forcément déformée. On peut comprendre aussi que les façons de passer de l'orange entière à la peau d'orange à plat sur la table, il y a 1001 façons de faire ces transformations. Tout comme il existera, nous allons le voir, 1001 façons de dessiner le monde sur une carte. La première étape pour effectuer une projection cartographique, c'est de déterminer la forme de la Terre. Alors ça paraît simple comme ça, la Terre est une sphère, elle est ronde, mais en réalité pas tout à fait. Déjà, il y a des reliefs, le mont Everest, les fosses marines, qui font que la Terre n'est pas tout à fait une sphère. Et par ailleurs, si on considérait uniquement la surface de la Terre, si elle était couverte uniquement d'eau, si la Terre n'était qu'un grand océan, cette surface de la Terre ne serait pas non plus une sphère parfaite. Alors cette surface théorique, qui correspond au champ de gravitation de la Terre, s'appelle le géoïde. C'est la surface théorique des océans. Alors la forme de la Terre, il y a eu dans le passé beaucoup de débats pour savoir quelle forme elle avait exactement. Donc pour cela, il y a eu des expéditions qui ont été menées en Amérique latine, en Laponie, en France, pour essayer de mesurer des portions de méridiens terrestres et pour voir si, donc par des mesures précises de triangulation sur le terrain qui prenaient des années et des années, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ces expéditions ont été menées, donc notamment une célèbre en Laponie et une en Amérique latine, pour essayer de mesurer si la forme de la Terre était plutôt allongée au pôle ou aplatie au pôle. Donc une expédition en Laponie vers les latitudes hautes et en Amérique latine vers l'équateur permettait de comparer cette forme de la Terre du nord au sud. Donc il y avait plusieurs écoles, ceux qui pensaient que ça avait plutôt la forme d'un citron allongé au pôle et ceux qui avaient plutôt la forme d'une orange aplatie au pôle. Je rappelle au passage que cette idée que la Terre est ronde est connue depuis l'Antiquité. C'est pas au Moyen-Âge, on ne pensait pas que la Terre était plate, et on n'a pas découvert que la Terre était ronde au moment des grandes navigations à la Renaissance. Non, c'est à l'Antiquité. Dès l'Antiquité, par exemple, les savants grecs savaient déjà que la Terre était ronde. Il y a même un savant qui s'appelle Ératosthène, qui s'occupait de la bibliothèque d'Alexandrie, qui avait réalisé, à partir d'un calcul de mesure de distance à base de chameaux, en mesurant les pas des chameaux, enfin c'est ce que dit la légende, et en plantant un bâton et en mesurant l'ombre de ce bâton,
avec de la trigonométrie, un peu de calcul géométrique pas très compliqué, il avait réussi à estimer la circonférence de la Terre à 40 000 km, c'est-à-dire une mesure très proche de la réalité. Bref, ça fait longtemps qu'on sait que la Terre est une sphère. Dans l'Antiquité, on pensait que c'était une sphère parfaite. Et petit à petit, grâce à l'avancée de la science, l'avancée des outils de mesure, on a commencé à mesurer cette forme de la Terre et se rendre compte qu'elle n'était pas exactement parfaite. Et donc, citron ou orange, il s'avère que la Terre est plutôt aplatie au pôle, c'est-à-dire donc plutôt comme une orange. Mais avec les outils de mesure actuels, on sait que la Terre est certes un petit peu aplatie au pôle, mais ce n'est pas une sphère parfaite. Maintenant, on peut mesurer le champ de gravitation par tout un système de mesure, et donc on peut se rendre compte que oui, la Terre est un peu aplatie au pôle, mais il y a des bosses, des creux qui lui feraient plutôt ressembler à une patate, un patatoïde. Alors je peux vous montrer ça du coup. Donc ça c'est la Terre. Les zones rouges correspondent aux zones plutôt en forme de bosse et les zones bleues plutôt en forme de creux. Alors bien sûr comme ça on se voit que la Terre a l'air d'être une sphère parfaite, mais je peux très bien exagérer la déformation, par exemple fois 10 000, pour voir que la Terre se déforme. Donc, et on peut même s'amuser à exagérer encore la déformation. Et même encore. Voilà, pour voir que la Terre n'est pas une sphère parfaite. Alors évidemment, pour voir ces déformations, il faut exagérer les variations du champ de gravité. Ici, j'ai exagéré 30 000 fois. Évidemment, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Voilà. Bref, le géoïde, c'est la surface théorique de la surface observée de la forme de la Terre mesurée. Alors, pour passer de ça à une carte à plat, on va passer par une approximation de cette surface terrestre sous forme d'une surface géométrique beaucoup plus simple que cette patate. Donc on va utiliser ce qu'on appelle une ellipsoïde, qui est une ellipse, si vous voulez, mais en 3 dimensions, c'est-à-dire une espèce de forme pas tout à fait ronde, un petit peu étirée d'un côté, un petit peu aplatie de l'autre, qui est censée approximer au mieux la forme de la Terre. Alors on peut avoir deux types d'ellipsoïdes, des ellipsoïdes globales, qui représentent la forme de la Terre dans l'ensemble, ou alors des ellipsoïdes locales qui vont essayer de s'ajuster parfaitement à la forme de la Terre à un endroit donné, mais qui sera assez fausse par ailleurs. Mais c'est pas grave puisque ça sert à représenter l'information uniquement à un endroit précis. Alors l'ellipsoïde, le nom de l'ellipsoïde pour l'ensemble de la Terre, c'est ce qu'on appelle l'ellipsoïde donc global WGS 84. C'est son nom, et c'est par exemple là-dessus qu'on a déterminé les latitudes et les longitudes. Les latitudes et longitudes que vous avez dans votre GPS par exemple. Donc voici par exemple une autre image. On a la forme du géoïde, là évidemment très exagérée, très déformée, qui est la forme réelle de la Terre sans son relief, et l'ellipsoïde global. Et ici, on a deux exemples d'ellipsoïdes locaux. Et donc, c'est sur cet ellipsoïde
que vont être déterminées les latitudes et les longitudes. Donc pour résumer, on a au départ une surface terrestre en 3 dimensions qui va nous permettre de déterminer le géoïde, c'est-à-dire sa surface sans son relief. Puis on va faire une approximation mathématique de cette surface pour déterminer l'ellipsoïde. Donc là, c'est une équation mathématique assez simple. Et on va effectuer une projection pour passer de l'ellipsoïde en 3D au plan en 3 dimensions. Donc là, c'est des transformations mathématiques. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander de faire ces équations mathématiques à la main. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont codées dans les systèmes d'information géographique ou qui sont codées, par exemple, dans Magritte. Alors, les systèmes de projection cartographique, pour passer de l'ellipsoïde au plan, sont de 3 types. En fait, ces 3 types sont déterminés par la nature de la transformation. Par exemple, la transformation mathématique va s'effectuer soit en projetant les différentes coordonnées sur un plan, soit en projetant les différentes coordonnées sur un cône, soit en projetant les différentes coordonnées sur un cylindre. Au niveau du vocabulaire, on va dire que les projections qui consistent à projeter les coordonnées sur un plan sont des projections azimutales. Quand on les projette sur un cylindre et après on déroule le cylindre, c'est des projections cylindriques. Et quand on fait la même chose à partir d'un cône, on appelle ça des projections coniques. Alors, chaque type de support, chaque type de transformation permet en réalité une infinité de projections cartographiques, puisqu'on peut faire varier le point de contact de ces surfaces, du plan, du cylindre ou du cône, à un endroit de la Terre différent. Par exemple au pôle sud, ou plutôt à l'équateur, ou plutôt par exemple à l'emplacement de Paris. Donc voilà, la première façon de classer les projections, c'est de les classer en fonction de leur méthode de fabrication, soit en passant par un plan, soit par un cône, soit par un cylindre. L'autre façon de classer les projections, et là ça va être intéressant pour nous en termes de cartographie, ça va être de les classer en fonction des déformations qu'elles produisent. Oui, des déformations, parce que comme on l'a vu avec la peau d'orange, mettre une peau d'orange à plat sur une table ne peut pas se faire sans déformation. Donc en fait, il y a deux grands types de déformations quand on fait une carte. En gros, soit notre carte elle va être capable de conserver les formes des pays, les formes des continents, les formes du tracé des rivières, soit elle va être capable de conserver les surfaces relatives des pays les uns par rapport aux autres. Donc, quand une projection conserve les formes, les angles, on va appeler ça une projection conforme. Quand c'est une projection qui conserve les rapports de surface, on va appeler ça une projection équivalente. Conforme, équivalente, c'est des mots à retenir parce que ça, on va le retrouver par exemple dans Magritte pour savoir, quand on fabrique une carte à l'échelle mondiale, ce qu'on conserve, si on privilégie plutôt la forme des pays par exemple, ça peut être utile en termes de cartographie, ou si on privilégie plutôt les surfaces des pays les unes par rapport aux autres, ce qui peut être aussi intéressant en termes de cartographie thématique pour pas, par exemple, surreprésenter des pays par rapport à d'autres. Mais aucune carte n'est capable de conserver à la fois les formes et à la fois les surfaces. Donc il faut faire des choix. Et on parle aussi de projection aphylactique quand elle ne conserve ni les formes ni les surfaces, mais voilà, mais propose un compromis entre les deux.
Alors, un exemple de carte bien connue, qui est même souvent encore affichée dans les salles de classe, c'est la fameuse projection de Mercator. C'était souvent, pendant longtemps, le fond de carte utilisé notamment par Google Maps, et c'est le fond de carte, enfin la façon de dessiner le monde, qui est utilisé dans nombre d'applications cartographiques en ligne. On voit ces cartes dans les salles de classe, on les voit souvent, elles sont connues. Je rappelle que Mercator, c'était un grand cartographe qui a publié les premiers recueils de cartes, notamment dans des atlas sur les cartes du monde. Alors, cette carte du monde, examinons-la un peu. On voit par exemple sur cette carte que l'Inde et les pays scandinaves font à peu près la même taille, alors qu'en réalité, dans le vrai monde en 3 dimensions, l'Inde est 3 fois plus grande que la Scandinavie. Pire encore, on voit sur cette carte que le Groenland et l'Amérique latine ont l'air de faire à peu près la même taille, même le Groenland paraît plus grand, or en réalité, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, est 8 fois plus grande que le Groenland. On peut comparer aussi la Russie, le plus grand pays du monde, certes, et l'Afrique. On voit que la Russie, sur ces cartes de Mercator, paraît plus grand que l'Afrique, mais l'Afrique est en réalité 2 fois plus grande que la Russie. En fait, la Russie, c'est un grand continent. Si on essaye de faire rentrer différents pays dans l'Afrique, en termes de surface, c'est les États-Unis, plus l'Inde, plus l'Europe, plus la Chine, plus le Mexique, plus le Japon. En fait, l'intérêt de ces cartes de Mercator, c'est que elles conservent la forme des pays. Et donc ça servait à quoi? Ça servait par exemple à tracer une ligne droite entre 2 points sur cette carte, par exemple entre l'Europe et les États-Unis, et de suivre le cap à la boussole pour naviguer plus ou moins en ligne droite sur cette carte. Ça conserve les directions, ça conserve les formes des pays. Mais par contre, évidemment, en termes de représentation du monde, de représentation d'informations, ça met en évidence de façon assez forte les pays du Nord. Ici, le Groenland est énorme. Généralement, ce sont plutôt les pays du Nord qui sont surreprésentés au détriment des pays du Sud. On a vu que l'Afrique paraissait être un petit continent, bien qu'au centre de la carte, par rapport aux États-Unis, généralement aux États-Unis, la Russie, le Groenland, voilà, tous ces pays du Nord qui sont surreprésentés. Alors, pour pallier à cette représentation, d'autres ont proposé des alternatives, et notamment un géographe historien allemand qui s'appelle Amo Peters, qui a proposé ce type de carte, une reprise, une projection cartographique qui était connue par ailleurs. C'est pour ça qu'on l'appelle projection de Gall-Peters. Dans laquelle, donc c'est une projection cartographique, où là, évidemment, l'Europe paraît un peu ratatinée en haut, le Groenland paraît ratatiné en haut, tandis que l'Afrique et l'Amérique du Sud paraissent complètement allongées. Donc en fait, sur cette carte, la forme des continents, des pays est complètement déformée, mais par contre, leur surface relative les uns par rapport aux autres est correcte. C'est-à-dire que l'Afrique paraît très grande par rapport à l'Europe, notamment parce que l'Afrique, dans la réalité, est très grande par rapport à l'Europe. Donc en fait, on a une autre représentation du monde qui est fausse, tout comme la représentation de Mercator était fausse. On a là 2 représentations différentes, basées sur des objectifs différents. D'un côté, la forme, de l'autre, la surface. Donc les 2 sont vraies ou les 2 sont fausses. Je vous laisse évaluer ça. En tout cas, les 2, c'est des déformations du monde, l'un privilégiant la surface,
l'autre privilégiant la forme. Alors évidemment, dans ces deux projections, on n'a pas le même message. Dans la projection de Mercator, on a l'image d'un monde dominé par les pays du Nord. Alors que dans la version de Peters, on a une représentation du monde qui redonne de la valeur aux pays du Sud. Alors ça, voilà, chaque carte est un choix politique, un choix de représentation, un choix de message, et c'est pour ça que cette projection de Peters, elle était très mise en avant dans les années 70, dans les mouvements altermondialistes, pour redonner leur place aux pays du Sud. Et cette petite histoire est expliquée dans la série à la Maison Blanche, c'est The West Wing en anglais. Je vous ai mis l'extrait vidéo dans les ressources du cours où deux chercheurs de l'organisation des cartographes pour l'égalité sociale ont rendez-vous à la Maison Blanche et présentent cette carte de Peters sous le regard ébahi des politiques qui sont là pour les écouter. Alors, comme toutes les projections déforment en réalité, certains géographes plaidaient, quant à eux, pour dire mais on ne va pas apprendre aux enfants la géographie avec des objets comme ça, les cartes qui déforment autant la réalité, c'est pas possible. Et donc le géographe Élisée Reclus notamment, qui était également engagé politiquement, proposait la construction notamment d'un globe géant pour l'exposition universelle, parce que le globe était selon lui la meilleure façon d'enseigner la géographie. Il n'avait pas tout à fait tort, le globe est une façon de représenter le monde tel qu'il est, si vous voulez, en tout cas ne pas le déformer par des projections cartographiques, et de percevoir, si on est capable de le faire tourner, de regarder, de se déplacer autour, de percevoir le monde de façon un peu plus équitable, sachant que c'est la personne qui le regarde qui va fixer par sa position le point de vue. Alors que sur une carte projetée, le point de vue est déterminé par le concepteur de la carte. Donc Élisée Reclus, oui, disait mais c'est pas possible d'apprendre, d'enseigner la géographie avec des cartes qui déforment à ce point la Terre. Donc il parlait des planisphères en disant c'est une sphère plate, donc c'est un non-sens total. Donc faire une carte, quand on utilise un système de projection, donc c'est le concepteur de la carte qui va déterminer comment on voit le monde. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une sphère, on est sur quelque chose à plat qui est une construction, et donc c'est le cartographe qui va déterminer comment on voit le monde. Or, de fait, quand on fait ça, on va devoir déterminer où est le centre, ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est au milieu. Alors généralement, quand on représente le monde, nous, en Europe, on va le représenter de cette façon, avec l'Europe en haut, au centre, parce que c'est notre point de vue, notre regard sur le monde. On parle de là. Mais d'autres, par exemple aux États-Unis, vont avoir tendance, parfois, c'est un type de carte qu'on retrouve dans les salles de classe également. On voit également celle-là aux États-Unis, mais on voit ce type de carte assez facilement, où cette fois-ci ce sont les États-Unis et même le continent américain qui est placé au centre, quitte à couper l'Asie en deux sur les bords de la carte. En Asie, on retrouvera assez facilement ce type de carte également, centrée sur le Japon ou sur la Chine, avec donc l'Europe complètement à gauche et l'Amérique complètement à droite. Alors il y a un autre type de carte qui est apparu là dans les années 2000, c'est une proposition de géographes chinois de représentation du monde. Alors cette fois-ci c'est complètement déformé, autant que les autres finalement. L'Amérique du Nord
est en haut, l'Amérique du Sud est en bas, donc là une séparation assez originale, avec donc la Chine, l'empire du milieu, au milieu de la carte, et avec un passage entre la Chine et l'Amérique du Sud via l'Antarctique. Donc c'est une carte qui renvoie aussi à des visions géopolitiques, voilà, stratégiques telles que affichées par les ambitions chinoises. Alors, on le voit dans toutes ces cartes, cette façon de dessiner le monde. En fait, chaque pays a souvent l'habitude de se mettre au centre, parce que c'est le point de vue, c'est de là qu'on voit le monde. Et du coup, il y a un autre type de carte possible, un autre choix cartographique possible, c'est par exemple de ne mettre personne au centre. Comme sur cette carte-là, c'est une projection azimutale. Vous vous rappelez, azimutale, c'est une projection à partir d'un plan. Alors ce plan, cette fois-ci, il est centré sur le pôle Nord, de telle sorte que au centre, il n'y a rien et que tous les pays soient autour de cette carte, comme s'ils tournaient autour d'un point central qui est le centre, qui est le pôle Nord. Alors, cette représentation cartographique, elle a du sens. En fait, elle a été développée aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire après une période où tous les pays se sont entredéchirés. Et ce type de représentation du monde a été pensé pour donner à voir plutôt un monde de paix, un monde où tout le monde est à égalité et où personne n'est au centre du jeu, personne n'est au centre de la carte. D'ailleurs, cette carte, c'est ce qu'on retrouve sur le logo des Nations Unies, les Nations Unies où chaque pays est représenté à égalité. Donc la question du centre, de ce qu'on met au milieu de la carte, et donc aussi ce qu'on met sur les bords, c'est-à-dire plus loin, qu'on voit moins, est centrale. C'est le moins qu'on puisse dire. L'autre question, liée au fond de carte, ça va être par exemple voilà. Nous on est habitué à mettre le nord des cartes en haut, mais c'est une convention. C'est une convention, rappelez-vous, quand je vous ai parlé un peu d'histoire de la cartographie, par exemple les cartes au Moyen-Âge étaient orientées vers l'Est, centrées sur Jérusalem, la question du centre, et orientées vers l'Est, donc littéralement vers l'Orient. Ça vient de là, orienté, c'est l'Orient. Et donc aujourd'hui, on peut très bien réaliser des cartes également qui ne sont pas orientées vers le Nord. Pourquoi faire des cartes thématiques ou topographiques qui seraient guidées par le fait que les aimants sont attirés par le nord géomagnétique? Quel est le sens de tout ça? En fait, c'est juste une question d'habitude. Et donc, on peut choisir de perturber les habitudes pour raconter quelque chose. Et donc, c'est ce qu'a fait une cartographe artiste qui s'appelle Sabine Rétoré sur la Méditerranée, où elle a choisi de représenter la Méditerranée en la nommant Mare Nostrum, notre mer commune, en l'orientant différemment, de telle sorte qu'il y ait l'Europe à droite et l'Afrique à gauche, pour transformer la Méditerranée non pas en espace de rupture entre un nord et un sud, mais entre un lieu d'échange entre deux rives. Donc le fait de juste faire tourner la carte de 90 degrés raconte finalement une toute autre histoire. Je vous rappelle aussi, oui, je vous ai parlé des cartes au Moyen-Âge. On peut aussi également parler des cartes arabes notamment, qui étaient orientées non plus au nord, mais vers le sud, dirigées vers la Mecque. D'ailleurs, cette idée d'orienter les cartes au sud, elle a été reprise également par les géographes australiens qui en avaient un petit peu marre de voir leur pays en bas à droite de la carte. Donc, comme tout le monde, la question du centre s'est posée, comment mettre notre pays au centre? Donc eux ont eu l'idée de retourner le planisphère de telle sorte que l'Australie ne soit plus reléguée dans un coin de la carte, mais trône
fièrement en haut de la carte, comme nous le faisons nous-mêmes avec nos pays européens. Et cette idée de monde inversé, on le retrouve également dans ce petit extrait que je vous ai mis de la série The West Wings, où les chercheurs, à un moment donné, représentent le monde inversé en disant la chose suivante. Tant que l'hémisphère nord se trouvera en haut et que l'hémisphère sud se trouvera en bas, malheureusement, les gens tendront à adopter une attitude allant du haut vers le bas. Voilà, donc la cartographie comme façon de donner à voir le monde différemment peut être aussi un moyen d'interpeller et de véhiculer des messages. Alors dans Magritte, du coup, ça va se passer de la façon suivante. Quand on importe un fond de carte, en haut, là, sur la barre en haut, on va pouvoir choisir la projection cartographique. Donc on a une petite liste déroulante qui nous permet de choisir la façon dont on veut représenter le monde. Alors si on va dans les options, et c'est là que c'est intéressant, en plus de la liste là qu'on retrouve sur la droite, on va pouvoir trier de deux façons, soit par type de transformation cartographique, par exemple, est-ce qu'on va prendre une projection cylindrique, azimutale, c'est-à-dire sur un plan, ou conique, c'est-à-dire construite sur un cône. Donc choisir les projections par le type de transformation, ou alors choisir les projections par le type de déformation qu'elles produisent. Est-ce qu'elles sont conformes, c'est-à-dire donc conformes, elles vont conserver la forme et les angles des différents pays, ou est-ce qu'elles sont equal area, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont conserver les surfaces relatives des pays les uns par rapport aux autres. Donc on peut trier les projections en fonction de ce qu'on préfère. Est-ce qu'on préfère avoir les bonnes formes des pays ou est-ce qu'on préfère avoir les bonnes surfaces des pays? En règle générale, quand on fait de la cartographie thématique, conserver la surface des pays est quand même quelque chose qui est plutôt privilégié, plutôt intéressant. Et dans les options, on va pouvoir également changer le centre de la projection, les faire tourner, etc. Donc en fait, la façon de dessiner le monde est complètement paramétrable. Voilà, tac, tac, tac. Et si on le souhaite, s'il y a des projections qu'on souhaite utiliser parce qu'on les aime bien, on l'a vu quelque part et qu'on veut le réutiliser et que ce n'est pas disponible dans Magritte, on peut aller chercher le code de cette projection sur un site qui s'appelle specialreference.org, qui est un site qui recense les différents types de projections, et dans la plupart des cas, on va pouvoir copier-coller le code de cette projection pour afficher le monde de cette façon-là. Alors je vais vous montrer directement comment ça fait dans Magritte. Voilà, donc j'ouvre Magritte, je vais fabriquer une carte sur les pays du monde, rapidement. Cloc. J'ajoute le graticule, quelque chose comme ça. Et on peut s'amuser à rendre les choses un peu plus esthétiques. Je vais prendre par exemple un jaune, des traits blancs. Graticules, je vais les mettre en blanc. Hop. Et la couleur de fond, je vais la mettre un peu plus foncée, même carrément plus foncée. Voilà. Je fabrique quelque chose comme ça. Ça permettra de bien voir les projections. Donc par défaut, la projection, c'est Natural Earth 2, c'est ce type de projection. Donc quand on clique sur la liste, on a une liste assez petite, mais on voit tout de suite d'autres projections. La carte se transforme toute seule, donc la fameuse projection de Mercator
Vous voyez, avec le Groenland qui est hyper gros et l'Afrique plutôt petite. Il y a des projections aussi assez originales. Mais je peux aller dans plus d'options. Et là, j'ai une liste beaucoup plus grande. Hop. Hop. La projection orthographique aussi, elle est pas mal parce qu'elle permet de voir le monde comme si c'était un globe. Et c'est pas mal de faire des cartes comme ça, c'est assez élégant. Par contre, on ne voit pas l'intégralité des pays du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La projection de Bertin, donc c'est une projection inventée par Jacques Bertin de façon manuelle et qui a été codée dans ses logiciels. La projection de Bonn, qui permet de représenter le monde sous forme d'une sorte de cœur. Projection sous forme de rectangle, etc. Voilà. Si je vais dans la configuration du fond de carte, si je clique là-dessus, je peux aussi m'amuser à faire tourner le fond de carte. Donc ça c'est pour le déplacer. Hop. Et comme ça, je peux reproduire des cartes avec l'Australie en haut du globe. Si mon point de vue, c'est par exemple l'Australie par rapport au reste du monde, on peut très bien jouer sur cette déformation du fond de carte à volonté. Donc à travers tout ça, on le voit, la façon dont on va dessiner le monde est déjà un message en soi, avant même le fait de représenter des informations sur la carte. Rien que la façon dont on va présenter le décor sur lequel on va après représenter nos données, c'est déjà, ça peut déjà être tout un message en soi. Après, là, je vous ai parlé de l'échelle mondiale. Les projections, c'est aussi un moyen de représenter un territoire de la façon la plus conventionnelle et la plus habituelle possible, avec le moins de déformations possible. Par exemple, là, je vous ai ouvert le fond de carte sur la France. J'ai vu la dernière fois en cours qu'un certain nombre d'entre vous, en affichant la France, vous aviez, et pour ceux qui ont affiché les boîtes autour des dom-toms, vous aviez souvent ces boîtes qui étaient déformées, parce que la façon de représenter un territoire donné, un pays ou un continent, c'est souvent assez codifié dans des systèmes de projection qui sont unifiés, parce qu'ils sont pensés pour déformer le moins possible le territoire. Donc en France, on va utiliser la projection Lambert 93, ça je vous l'ai dit, donc qui est une projection construite sur un cône et qui est la façon habituelle, officielle de représenter la France sur les cartes. Pour l'Europe, ça sera par exemple la projection LAEA, c'est Lambert Azimuthal Equal Area, sur l'Europe. Et RGF 93, ETRS 89, ça détermine l'ellipsoïde sur laquelle on effectue cette déformation. Donc voilà. Donc quand vous faites des cartes sur la France, ou à des échelles encore plus grandes, c'est-à-dire plus locales, il va falloir utiliser cette projection Lambert. Voilà, pour le local, il y a encore des projections plus fines, mais on ne va pas exploiter ça pendant ce cours. Pour l'Europe, plutôt une projection Lambert Azimuthal Equal Area. Et pour le monde, là, l'idée, c'est que vous avez un peu carte blanche. Vous pouvez déformer à volonté en fonction de ce que vous avez envie de raconter. Si vous pouvez avoir envie d'un fond de carte plutôt neutre, habituel, parce que votre message n'est pas là.
Vous allez choisir un fond de carte Natural Earth par exemple. Mais si vous voulez un peu dérouter le lecteur, l'emmener quelque part, l'amener à voir le monde autrement, vous pouvez mobiliser des projections cartographiques plus originales qui vont raconter quelque chose. Bon, bah c'est tout sur cette histoire de projection. Bon courage à tous.